Imaginez un roi, assis seul à sa table, son ventre prêt à céder sous la pression d'un dernier festin. Une montagne de mets luxueux devant lui, le visage moite, les joues empourprées. Il continue de manger, encore et encore, jusqu'à ce que son corps ne supporte plus. Ce roi, c'est Adolphe Frédéric de Suède. Et en 1771, il meurt non pas à la guerre, ni d'un complot ou d'un empoisonnement, mais en éclatant, littéralement, après un repas démesuré. Une fin grotesque pour un souverain oublié, dont la mort soulève encore aujourd'hui des questions sur le pouvoir, le vide et l'excès. Nous sommes au XVIIIe siècle, en plein cœur de ce qu'on appelle aujourd'hui l'ère de la liberté en Suède. Après des décennies de règne absolu, le pouvoir royal a été affaibli par les réformes du Parlement suédois, le Riksdag. La monarchie n'est plus qu'un décor, une institution symbolique dont les décisions sont étroitement surveillées. C'est dans ce climat de contrôle parlementaire et de rivalité politique que monte sur le trône, en 1751, un homme au tempérament doux, presque effacé, Adolphe Frédéric, issu de la maison de Holstein-Gottorp, une branche allemande liée à la noblesse européenne. Adolphe Frédéric n'était pas destiné à devenir roi de Suède. Il n'était pas charismatique, ni militaire, ni stratège, mais il avait un avantage de taille. Il ne représentait une menace pour personne. C'est précisément ce qui plaisait à ceux qui tiraient les ficelles du pouvoir, notamment les deux factions politiques dominantes, les bonnets et les chapeaux. En choisissant un roi sans ambition, ils pouvaient régner dans l'ombre à travers lui. Mais derrière le rideau des apparences, une lutte de pouvoir bien réelle se déroulait. Et Adolphe Frédéric, loin d'être l'acteur principal, en devint la victime. Adolphe Frédéric n'a jamais été un roi de décision. À vrai dire, il passait le plus clair de son temps à construire des tabatières ou à se consacrer à ses passions tranquilles. Le dessin, la menuiserie, la contemplation. Pour certains, il incarnait une figure paternelle, bienveillante mais inutile. Pour d'autres, il n'était qu'un pantin docile entre les mains du Riksdag. Mais ce roi, presque caricatural par son inertie, cachait un mal-être profond, car derrière les murs du palais royal de Stockholm, il étouffait. Privé de toute réelle autorité, humilié publiquement par des décisions qu'il ne pouvait pas contester, Adolphe Frédéric sombra lentement dans une forme de mélancolie. À défaut de pouvoir s'imposer en politique, il se réfugia dans les plaisirs sensoriels, et parmi eux, la nourriture. Les archives parlent d'un homme à l'appétit insatiable, passionné par les banquets fastueux et les douceurs sucrées. Le roi développait une obsession presque maladive pour certains mets, au point de transformer certains repas en véritables cérémonies gastronomiques. Ce n'était pas seulement pour se nourrir, mais pour combler un vide politique, un vide existentiel peut-être. Nous sommes le 12 février 1771. Le roi vient de célébrer le Mardi Gras, une fête chrétienne censée marquer la veille du jeûne du carême. Ce jour-là, dans le palais, tout est démesure et le menu du roi dépasse l'imagination. Selon les rapports de l'époque, Adolphe Frédéric aurait consommé du homard, du caviar, du haringue, du chou, des viandes fumées, du champagne. Et surtout, en dessert, pas moins de 14 portions de son plat préféré, le semla. Le semla, c'est une pâtisserie typiquement suédoise, une brioche à la cardamome, creusée et remplie de pâte d'amande et de crème fouettée, traditionnellement servie dans un bol de lait chaud, riche, sucré, grasse, une bombe calorique. 14 semlor, après un banquet déjà copieux. Peu après ce repas gargantuesque, le roi se plaint de douleurs abdominales violentes. Il transpire, se tord de douleur, gémit. Aucun médecin de la cour ne peut le soulager. En quelques heures, son état empire. Et le soir du 12 février, Adolphe Frédéric de Suède rend son dernier souffle. Le verdict officiel parle d'une indigestion fatale, mais les témoins sont plus explicites. Certains évoquent une explosion intestinale, un ventre distendu au-delà de l'imaginable. Le roi serait mort d'avoir trop mangé. Une fin absurde, presque grotesque, et pourtant réelle. Mais peut-on vraiment mourir en explosant? La science médicale du XVIIIe siècle ne permettait pas de diagnostic précis. On parlait de flux bilieux, de fièvre de ventre, des termes vagues. Aujourd'hui, des médecins s'accordent à dire qu'une surcharge alimentaire extrême peut provoquer une rupture gastrique, un arrêt cardiaque ou une infection foudroyante. Rien d'aussi spectaculaire qu'une explosion,
mais suffisamment brutal pour entraîner la mort en quelques heures. Ce qui rend la scène encore plus troublante, c'est la solitude du roi dans ses derniers instants. Pas de guerre, pas de trahison, juste un estomac trop rempli et un homme qui s'éteint dans l'indifférence presque totale d'un royaume en crise. Car au moment de sa mort, le pouvoir avait déjà glissé entre ses doigts. Le roi n'était plus qu'une figure symbolique, sans influence. Son décès n'a pas bouleversé l'ordre politique. Il a même été accueilli avec une certaine légèreté par certains pamphlets de l'époque qui se moquaient d'un roi mort, d'un dessert trop gras. Et pourtant cette mort absurde en dit long sur une époque. Car derrière cette fin grotesque se cache une réalité plus sombre, celle d'un pouvoir vidé de son sens. Adolphe Frédéric n'était pas seulement un roi faible, il était le produit d'un système qui neutralisait l'autorité au profit d'un équilibre instable entre factions. Un roi décoratif, sans pouvoir ni voix, réduit à des plaisirs personnels pour exister encore un peu. Son décès tragique, presque burlesque, devient alors le symbole d'une monarchie étouffée par ses propres institutions. Le dernier acte d'un roi qui, incapable de régner, s'est noyé dans l'excès. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques mois plus tard, c'est son fils, Gustave III, qui monte sur le trône. Un roi bien différent, cultivé, autoritaire, charismatique. Moins d'une décennie après, il orchestre un coup d'État royal, rétablissant une monarchie plus puissante et centralisée. Une réaction directe au règne insignifiant de son père? Peut-être. Gustave III, en tout cas, semble avoir tiré une leçon de la fin de son prédécesseur. Un roi qui ne gouverne pas meurt d'ennui, de vide ou d'indigestion. Aujourd'hui, on se souvient d'Adolphe Frédéric pour sa mort plus que pour son règne. Il est devenu une anecdote macabre, souvent résumée à une phrase moqueuse, le roi qui est mort d'avoir trop mangé. Mais cette histoire, au-delà de son étrangeté, mérite qu'on s'y attarde, car elle nous parle de solitude, de vide de sens, d'une époque où le pouvoir n'était qu'un jeu d'apparence. Elle nous interroge aussi, plus largement, sur notre rapport au symbole. Que reste-t-il d'un souverain qui ne décide rien? Quelle est la valeur d'un trône sans autorité? Et à quoi bon le pouvoir s'il ne sert qu'à se nourrir de plaisirs passagers? Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de ce roi mort en explosant, posez-vous la question: est-il mort de gourmandise ou de désespoir? Et vous, pensez-vous qu'un pouvoir sans action mène à la chute, même symbolique? Dites-le moi en commentaire.